Lui, c'est Eric. Et ça fait 20 ans qu'il fait la pluie et le beau temps dans le monde du luxe. Sa spécialité, c'est décortiquer les nouvelles tendances et les transformations. C'est que même d'un point de vue sémantique, le luxe ne veut plus rien dire. À commencer par sa cible, sa définition, son positionnement. Bref, plus rien n'est comme avant. Et c'est la faute de l'IA, mais pas vraiment. Pour moi, les IA sont mes premières mains. Vous allez comprendre pourquoi Chanel a monté ses prix de 56%, pourquoi les riches eux-mêmes se détournent du luxe. Aujourd'hui, 70 millions de clients sont partis du luxe en l'espace de 2 ans. Et vous saurez tout sur le futur du luxe, le luxe transformatif qui remplace le sac à main par 10 ans de vie en plus. Sans transition, bienvenue dans Marketing Square. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je reçois un consultant haut placé dans le luxe depuis plus de 20 ans. Eric Brionnes va démêler avec nous qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'IA et le luxe sont étroitement liés pour le meilleur et pour le pire. Salut Eric, bienvenue dans le podcast. Bonjour Caroline, un plaisir. Je suis ravie de te recevoir Eric et tu le sais pas, mais tu m'as inspiré pendant de nombreuses années, à tel point que mon adresse Gmail quand j'étais étudiante était darkplaneuse@gmail.com. Ça, c'est fierté. Grosse admiratrice de tout ce que tu as fait et c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. Exactement. On va parler du luxe et de l'IA, de comment est-ce que l'IA rechallenge le luxe, mais aussi comment est-ce que le luxe est rechallengé par toute une nouvelle clientèle qui n'a jamais été aussi hétéroclite. Pour toi, comment est-ce que tu définirais le luxe aujourd'hui dans le tournant qu'il est en train de prendre ? Tu touches à un problème total. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde a sa définition du luxe, ce côté éclaté. Et quand tout le monde a sa définition du luxe, ça montre qu'il y a un problème sur le mot luxe. Et le sujet de ce bouquin, c'est que même d'un point de vue sémantique, le luxe ne veut plus rien dire. Pour moi, le luxe, c'est l'extraordinaire par rapport à l'ordinaire. Le luxe, c'est l'écart. On est un peu, entre guillemets, on a une culture commune, c'est que nous, nos clients, on aime les secouer. On n'est pas des serreurs de pompe. Donc forcément, il y a le luxe étiquette, celui-là ne me plaît pas, mais il y a le luxe luxation, le luxe qui nous fait aller ailleurs. Et c'est cet ailleurs pour moi qui me plaît et qui est toujours mon guide depuis le premier jour où je bosse dans le luxe. Et il y a eu plusieurs virages justement dans l'innovation dans le luxe. Il y a eu des virages ratés, d'autres réussis. Pour toi, là, si on faisait sur ces dernières années un peu la chronologie de ce qui s'est passé, ça a été quoi l'évolution du luxe sur 10 ans ? Ou même sur 20 ans, parce que toi, oui, ça fait sur 20 ans. Oui, sur 20 ans. En fait, l'évolution numéro 1, c'est l'industrialisation du luxe. C'est la massification du luxe. 2023, c'est un moment fatidique ici, c'est la sortie de Covid, et là où le luxe a 400 millions de clients. Et le problème quand tu as 400 millions de clients, c'est que c'est pas un sac, c'est des millions de sacs que tu proposes. Or, le luxe à la base, le luxe objet, il est construit sur le contrat de confiance artisanal. Tu veux que ton sac, il y ait un artisan qui passe 2-3 jours dessus. Or, quand tu as 400 millions de clients, cette promesse, tu ne peux plus la tenir ici. Le grand chambardement, c'est vraiment sorti de Covid. Le luxe s'est cru plus beau qu'il n'était. Et dans le livre, on montre que la désirabilité a amené à un hubris, a amené qu'aujourd'hui, le luxe est jupitérien. Ici, ouais. Le luxe a perdu la parole client. Et aujourd'hui, 70 millions de clients sont partis du luxe en l'espace de 2 ans. Par exemple, les marques américaines de type Coach ou même des Pollen, des Longchamp. La classe moyenne. Voilà, cette classe moyenne. En fait, parce que la classe moyenne supérieure, en effet, ça représente jusqu'à 70% de la clientèle. Aujourd'hui, c'est moins de 60%, 10%. Et c'est eux qui ont fait l'hypercroissance. C'est eux qui ont fait que le luxe était à 2 chiffres. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Covid est arrivé. Et tu sais, le luxe est lié à une pulsion de vie, une pulsion de mort. Il y a un rapport à la mort très très fort dans le luxe. Sorti de Covid, qu'est-ce qui se passe ? On a envie de vivre. Pour vivre, on achète du luxe. On se sent vivant quand on achète du luxe. Et surtout aux États-Unis, il y a eu des aides de l'État. Les aides de l'État sont passées dans le luxe. Qu'est-ce qu'a fait les géants du luxe ? Ils ont vu cette masse arriver. Comment arriver à la gérer et en ayant finalement une offre qui n'était pas assez importante par rapport à cette demande. Et qu'est-ce qui se passe ? Augmentation des prix. Et on arrive à des chiffres qui sont très très puissants. Je prends l'exemple, l'augmentation moyenne chez Chanel en 3 ans, c'est plus 56% des prix. Chez Dior, plus 51%. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ces gens qui sont rentrés pour la première fois dans les boutiques du luxe, ou même qui allaient de temps en temps, ont vu des prix délirants et se sont sentis pauvres en venant dans une boutique de luxe, parce qu'ils ne pouvaient rien acheter. Donc ils se sont sentis rejetés ici. Donc d'un côté, c'est vraiment un piège kafkaïen. Les affluents se sont sentis pauvres et se sont exclus du luxe. Et d'un autre côté, les riches se sont sentis aussi trompés. Pourquoi ? Parce que ce luxe fout de désirabilité
qui est dans cette hubris, qui veut des millions de likes, qui veut des influenceurs, qui veut être partout. Et là, il y a un symbole, c'est le MIV. En fait, c'est un facteur très fort qui incarne cette désirabilité. Le MIV, c'est les launch metrics. C'est quoi le MIV très concrètement? C'est, tu vois un influenceur, tu vois un red carpet, une star, et c'est-à-dire voir cet influenceur, cette star en red carpet à Cannes, ça représente une campagne de pub, ça représente un budget d'1 million de dollars. Sauf que ce MIV, c'est des vues, c'est des likes, mais c'est pas des ventes en boutique. Mais c'est ce qu'on caractérise de brand lift ou c'est encore autre chose Pour moi, ça ressemble à ça. C'est comment on matérialise du buzz en de l'argent, en fait, en un budget média. Okay. Sauf que ce MIV n'a pas généré des ventes, si tu veux. Ce MIV, ça a développé de l'ego. En fait, c'est un ego trip qui s'est particulier ici. Quand tu es riche, tu n'as pas envie d'avoir le même sac ou la même marque de sac que ta secrétaire, par exemple. Donc, aujourd'hui, tu vois la double pression. Les affluents sont partis parce qu'ils se sont exclus et pauvres, et les riches, en même temps, se sont détournés de ce luxe. Attention, luxe d'objets, le luxe de biens, parce que la notion d'exclusivité a été cassée. Donc, les deux phénomènes sont... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, notre analyse, c'est que la libido luxe, elle est toujours aussi forte. Simplement, elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée vers quoi? Vers l'expérientiel et surtout au-delà de ça, parce que pour moi, l'expérientiel, ça ne veut rien dire. Hein. C'est comme l'émotion, l'expérience. Il faut qu'il y ait un but. Mais on voit très clairement que la révolution aujourd'hui, c'est que le luxe a été dominé depuis 30 ans par la mode. C'est la mode. Et finalement, l'hyper-vitesse de la mode a fait mal au luxe. Ce n'est pas la même temporalité. Et qu'aujourd'hui, on a basculé vers la beauté élargie. Donc, quand je dis la beauté élargie, c'est l'hospitalité, c'est le wellness et c'est bien sûr le dieu longévité. Donc là, c'est une révolution. Et tu le vois dans le bouquin parce qu'il y a un axe très fort. L'Oréal Kering, la préface est signée Cyril Chapuis, qui est le président de L'Oréal Luxe, et la postphase signée par Joël Hazan de Kering. Et le luxe est mort, vive le luxe, mais c'est un nouveau luxe. Dans le livre, il y a 6 grandes transformations. Pour toi, c'est quoi les leviers aujourd'hui pour tous les acteurs qui sont dans le luxe, que ce soit des consultants ou des annonceurs, des marques? C'est quoi les grandes perspectives là, sur les prochaines années? Il y en a 2 qui sont très liés. Il y a l'IA, en effet. Mais pour moi, de façon plus fondamentale, c'est le luxe transformatif. Ça, il faut beaucoup de passer 2 minutes là-dessus, parce que c'est pour moi une vraie révolution. Transformatif, alors, le mot en anglais est plus intéressant, mais on va prendre la racine latine. Transformare, trans, changement d'état, formare, sculpter. C'est quoi ce luxe transformatif? C'est un luxe qui te propose de changer ta vie, concrètement, au quotidien, ton lifestyle, ici. Pour moi, il y a 2 marques qui l'incarnent en termes de signature publicitaire. La première, c'est Clinique La Prairie, We Are Life Changer, on te change la vie. Et le Ponant. Le Ponant, donc Ponant Exploration, donc c'est croisière exceptionnelle de luxe, exactement. Et eux, la destination, c'est vous. Et quand tu vois les pubs du Ponant, c'est tu réapprends à sentir, à voir, à ressentir. Mais tout ça, ça veut dire quoi? C'est que le statut social a évolué. On passe du luxe de l'avoir, donc en fait, je me la raconte parce que j'ai un sac X ou Y de marque, à aujourd'hui, comment je me le raconte? Je me la raconte en étant en pleine santé, en étant beau, bronzé, en mettant un storytelling de soi, d'optimisation de soi. Par exemple, je te donne un exemple très concret, comment on peut avoir un discours valorisant de soi. Le Ponant, aujourd'hui, le produit star du Ponant, c'est une croisière de 61 jours. En 2 semaines, tout est vendu. Mais quand tu dis à tes amis, j'ai passé 61 jours, c'est 61 jours pour moi. J'ai la capacité à couper. Donc, aujourd'hui, le statut social a basculé du côté de la santé. Et aux États-Unis, 81% de la génération Z et millénials se disent en optimisation de soi. Et 41% ne veut pas mourir du tout. Donc, tu vois, c'est ça, le luxe transformatif. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Parce que, ça répond à une crise de confiance. Crise de confiance, comme je t'ai expliqué, les riches qui disent il n'y a plus d'exclusivité, les affluents qui disent c'est plus pour moi, je me sens pauvre. Donc ça veut dire qu'il faut regagner. Tu sais, quand il faut gagner la confiance, il faut en donner encore plus. Il faut un super bénéfice. Et quel est le meilleur bénéfice possible de se transformer? Et alors, dans l'outil, dans le bouquin, je définis, il y a 8 dimensions transformatives. La reine des reines, c'est la longévité, bien sûr. Donc, tout ça fait cette mécanique extrêmement puissante. Et donc, pour nous, on se bat pour dire, dans la plateforme de marque, il faut 2 nouvelles dimensions. La première, quel est ton pouvoir transformatif? Le pouvoir transformatif, il doit être singulier. Et ça, c'est extrêmement lié. Quelle est
ta grammaire émotionnelle. Le luxe, c'est dire émotionnel. Tu veux vivre, tu veux ressentir des choses. Je prends un exemple très concret sur le luxe émotionnel. Chanel était mise à mal depuis 3 ans ici, parce qu'augmentation des prix sans perception de qualité. Et même, tu avais des vidéos qui étaient incroyables, qui montraient un Chanel de 2014 par rapport à un 2024, qui paraissait plus solide que 2024, mais 2 fois moins cher. Blasi est arrivé, nouveau créateur ici, qui a apporté un souffle, mais il a défini Chanel au prisme d'une émotion, la joie. Chez Chanel, c'était pas la joie. Chanel, on faisait un peu la gueule. Ouais, Chez dans Chanel. toute la mode en Voilà, général. exactement. Ben lui, si tu vois le défilé originel, tu as ce mannequin extraordinaire africaine qui viennent en dansant et ils se marrent et ainsi de suite. Et là, le génie du créateur, c'est de mettre ça dans les campagnes de communication. Et maintenant, même en boutique, tu as un pop-up store à Shanghai où Shanghai, tu as une plage surréaliste, hyper colorée, hyper fun. Donc tu vois ici la définition. Donc nous, on se bat, luxe transformatif. Tu définis quel est ton pouvoir transformatif, en quoi tu changes concrètement la vie, et deuxièmement, l'émotion qui va avec. Tu parles de positionnement, justement, j'ai adoré dans le livre. Comment est-ce que tu redéfinis les plateformes de marque maintenant versus ce que tu faisais il y a 10 ou 20 ans? Qu'est-ce qui a changé? C'est le contexte qui a complètement changé, mais la plateforme de marque n'a pas changé. Déjà, première révolution que les plateformes de marque ne savent pas répondre, c'est le contenu. Tu es une professionnelle du contenu. Quand tu fais du contenu, une plateforme de marque, tu es très vite sec. Le changement, c'est vraiment la suite, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de cette agilité qui n'est pas évidente sur du marbre, c'est d'apporter 2 notions, la notion transformative, mais surtout la dimension émotionnelle. Tu as une marque, quelle est ton émotion? Parce qu'aujourd'hui, c'est lié à l'expérientiel. Aujourd'hui, concrètement, si ton émotion n'est pas clairement définie, comment tu vas coacher tes équipes terrain? Tu vois, par exemple, tu as un gros mot marketing, luxe expérientiel, luxe émotionnel. Ça ne veut rien dire si tu ne définis pas c'est quoi l'émotion. Parce que ce qu'il faut créer, c'est une expérience signature. Tu vois, chez Chanel, je veux vivre l'expérience signature de la joie ici. Pour la transformation, c'est la même chose. Quelle transformation me fait Chanel? Donc, tu vois, c'est vraiment ces doubles dimensions qui sont là et fondamentales, qui n'existent pas encore, auxquelles on milite, auquel il faut passer. Mais la première, si tu sois transformatif ou pas, c'est l'émotion. Sur les plateformes de marque, jamais tu as une émotion qui est marquée. Aujourd'hui, c'est une bataille, c'est une guerre. On est dans un moment de vérité sur le luxe, de crise profonde, et c'est tant mieux pour les conseillers, parce que c'est là où on a besoin d'être écouté. Il faut que l'émotion soit clairement identifiée pour créer des expériences signatures. C'est-à-dire que l'expérience Hermès n'est pas l'expérience Chanel, qui n'est pas l'expérience Dior, mais si c'est pas clairement défini au niveau de plateforme, ça n'existe pas. Et comment tu enseignes ça? Par exemple, tu es président de la Paris School of Luxury. Comment tu enseignes ça à tes élèves? Comment est-ce qu'on fait une plateforme de marque maintenant? Une plateforme de marque et Gen Z, c'est compliqué. Oui. La problématique de l'enseignement Gen Z, c'est que la Gen Z, elle est fascinée par la création. En fait, ce qui intéresse les étudiants Gen Z, et j'ai plusieurs écoles, donc en fait, j'enseigne dans d'autres écoles, il y a une fascination de l'acte créatif. Mais le problème de cette Gen Z, c'est que elle manque de culture générale. Elle a un énorme problème qui est le benchmark. Et le temps d'attention. Ah oui, mais c'est lié. En fait, moi, je suis un veilleur fou à la base. J'adore la veille. Donc, moi, le benchmark est naturel. En fait, j'ai une posture d'autodidacte. Chaque sujet, je réapprends. Moi, mes présentations que je fais sur Luxe Renaissance, je la change tous les jours. Un nouvel élément. Ça, il n'y a pas de culture benchmark. Même, il y a un ras-bol même du benchmark. Or, la base de la base, c'est savoir ce que fait la concurrence, qu'on soit luxe ou pas. Donc, et l'IA a un peu tué le benchmark aussi, parce que maintenant, on a un benchmark qui est automatiquement... Oui, et un mauvais benchmark. En fait, je trouve, il y a un problème par rapport à l'IA, c'est cette optimisation permanente aujourd'hui est contre-productive par rapport aux marques. Les premières applications marques, c'est très difficile à mettre en place parce que toi, marque, tu as commencé à faire le travail, tu le mets en ligne et déjà, c'est caduque parce qu'il y a la version 2,23. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème entre la temporalité d'une marque et la temporalité de ces moteurs qui ne pensent qu'à ça. Je suis déçu par la qualité de veille. Même entre guillemets. Perplexity, tu utilises Perplexity? Oui, j'utilise Perplexity pour la veille principalement. Et je trouve source caduque, enfin vraiment un outil de veille, je l'utilise, mais plus pour avoir un regard en disant peut-être qu'un jour tu vas me faire dépasser par la veille, mais c'est loin d'être le cas. Moi, ma veille, elle commence par avoir le PDF de tous les magazines du monde qui comptent, de lire dedans, et après c'est quoi ta morning routine, Eric? Wow, ma morning routine. En fait, non, mais c'est dans le luxe. Après, c'est assez simple. En fait, j'ai mon panier de magazines PDF. Mais on a du Financial Times, on a WWD, on a Business of Fashion, on a Jig Daily, on a. Tu lis tout ça tous les matins? Le matin, j'écris
mes chroniques. Donc je me lève à 6 heures du matin pour faire il est 8 heures mon Seigneur à 8 heures. Si je peux pas faire ma veille à 6 heures du matin, je suis en conception. Donc ça veut dire que ma veille, je le fais vraiment pendant le week-end, si tu veux. Et lors de la semaine, c'est plutôt sur les sites, en effet, luxe mode. Donc en fait, je fais une veille permanente, mais là où je vais plus en profondeur, là où l'IA me sert fondamentalement, c'est en conception-rédaction. Pas de la conception, je la fais, mais je sculpte les phrases, je sculpte les concepts. C'est vraiment l'aide à l'écriture, pour moi, qui est fondamentale. L'aide à l'écriture, mais aussi beaucoup en PowerPoint, en termes de slides. Et moi, il y a quelque chose qui m'amuse. Souvent, je vais récupérer un slide d'une grande société d'études, je la passe en ChatGPT en regardant la source, mais je le rends beaucoup plus beau, beaucoup plus fort. Donc, moi, j'utilise vraiment l'IA. En fait, je vais faire un parallèle luxe. C'est un peu Karl Lagerfeld avec sa première main. Pour moi, les IA sont mes premières mains. Je suis un emmerdeur, mais attention, c'est-à-dire que c'est le prompt pour arriver à quelque chose qui arrive. Il y a une centaine de prompts qui sont arrivés. Je sculpte, je sculpte, je sculpte. Est-ce que tu peux nous parler justement de la Quiet AI et comment est-ce que les marques de luxe, elles utilisent justement l'IA comme première main ou comme main invisible? Alors ça, en effet, c'est la deuxième renaissance que j'ai appelée la renaissance Luxe Supra IA. Ça veut dire Mon quoi? chapitre préféré. Ah, tant C'est le mieux. dernier. Voilà. Luxe Supra IA, ça veut dire que, en fait, le rapport entre le luxe et l'IA, c'est un pacte faustien. Il y a autant à gagner qu'à perdre ici. À gagner, visibilité, justement la résonance avec le client, mieux comprendre le client, la nouvelle vitrine du luxe, c'est les LLM, c'est le prompt ici. Et si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Mais le problème des LLM, les LLM sont le meilleur ami et le meilleur ennemi du luxe. Les LLM ont un vice, c'est toujours comparer. Le luxe déteste la comparaison. C'est la moyenne. Voilà, c'est la moyenne. Et le luxe, c'est l'anti-moyenne. C'est-à-dire que les LLM, à la base pris intrinsèquement, te rendent le luxe premium. Et les LLM ne comprend pas ce qui est verticaux, de statut, la désirabilité. C'est pour ça que cette force, enfin, le bouquin a quand même une perspective de faire la guerre à la désirabilité. Ici, c'est assez imprégnant. Nous, on a créé un outil avec Ipsos pour mesurer la résonance. J'ai présenté dans des groupes cet outil, mais je sentais qu'il y avait un blocage politique parce qu'aujourd'hui, dans de nombreux groupes, c'est la mesure de la désirabilité qui fait aujourd'hui loi, qui fait que ta patron, tu as un bonus. Donc, il y a une dimension très politique de la data qui est passionnante. Et donc, la résonance, l'IA le permet. Mais je reviens sur les LLM. Cette conversation, c'est la comparaison. Le fait que tu sois porté par des stars ou des influenceurs, pratiquement pas d'impact. Ce qui compte, donc, c'est d'arriver à créer sa singularité ici. Et le problème, c'est que on voit là, dernièrement, tu as un gros article qui disait, en effet, les LLM comprennent mal le luxe, qui a été écrit par la Harvard Business Review. Et la réponse de la Harvard Business Review est de dire, il faut, en gros, rendre tout ça compréhensible, mettre en mots tout ça. Mais si on met en mots, rendre compréhensible le statut, tu vas utiliser le même vocabulaire et tu vas affadir la marque, tu vas moyenniser la marque. Dans Luxe Supra IA, on a une méthode très différente dessus qui est justement ce qu'il faut garder, c'est la singularité. Ce qu'il faut garder précieusement, c'est vraiment la sovereignty, quoi. Enfin, ici, qui est extrêmement impressionnant. Et je donne un exemple de la relation client, comme elle peut partir en termes d'agent, qui est extrêmement dangereux. On a une application, c'était pas sorti, RealReal, qui va, donc RealReal, c'est un site de seconde main américain extrêmement puissant, qui, en fait, tu prends en photo ton vestiaire, et tu vas savoir en temps réel le cours de bourse seconde main de tes pièces. Avec du coup un warning en disant attention, tes bottes Saint-Laurent ont perdu 15%, mais là ça monte. Il est temps d'acheter. C'est vraiment un investissement, le luxe. Alors là, on est vraiment dans le rationnel ici. Mais t'imagines que vraiment la souveraineté relationnelle, elle est mise à mal. Parce que ça veut dire en gros, qui dicte la valeur? C'est du crédit. C'est de l'agent. C'est RealReal qui fixe. Et donc, c'est extrêmement dangereux parce que, comme je t'ai dit, le contexte aujourd'hui de crise, c'est qu'aujourd'hui, c'est une crise de la valeur. Mais même du marketing, puisque tu as B2B, B2C, et maintenant, tu as B2A, Business to Agent. Parlons marketing, tu vois. En fait, aujourd'hui, tous les patrons de luxe ont été formés à Cap Ferrer. Et les fameuses anti-lois marketing, qui sont
très justes, mais qui ont été écrits il y a 20 ans ici. Et l'une des anti-lois qui a été détournée, c'est la marque est plus fort que le client. Ne pas écouter le client. C'est devenu tellement cette petite musique aujourd'hui qu'à force d'aller dans cet endroit, eh bien, aujourd'hui, il y a un problème de résonance, de dissonance. Et qu'à un moment donné, c'est pris fort, en fait, si c'est cher, c'est que c'est du luxe. Et ça, c'est terrible ici. Donc, tu vois ce contexte qui est là, ici, qui est compliqué. Donc, je reviens sur le luxe supra-IA. Donc, on a ce contexte-là. Ne pas prendre en compte que les LLM vont guider beaucoup de choses, c'est accepter l'invisibilité, ce qui est impossible. Donc, le travail ici, c'est de dire comment utiliser l'IA sans se faire avoir par l'IA. Et là, le chapitre introductif est fait par Franck Lemoyle, qui est le CIO d'LVMH, qui appelle à être insoumis à l'IA. C'est-à-dire ne pas travailler, mais c'est toujours avoir un coup d'avance. Luxe Supra-IA, c'est comment essayer d'être plus malin que l'IA, ce qui est extrêmement compliqué. Je donne 3 recettes. La première recette, c'est la forteresse sémantique. En fait, les marques de luxe ont appauvri leur vocabulaire. Et je pense que les réseaux sociaux sont vraiment dessus. En fait, le hashtag a eu un nivellement par le bas. Or, ce qui est formidable, je pense que l'IA rend plus intelligent que les réseaux sociaux. À condition, donc comment régner, comment garder le pouvoir en ayant ton vocabulaire, en osant des formulations fortes, conceptuelles, audacieuses. Et c'est amusant parce qu'on a étudié les 2 marques les plus fortes en termes de pertinence sémantique. Les 2, c'est Miu Miu. Marque Miu Miu intéressante, très politique, mais qui invente des styles et des hashtags. Et c'est Hermès. Parce que Hermès, en gros, quand tu parles qualité, quand tu parles artisanat, même si tu es Vuitton, Dior, Saint-Laurent, en fait, tu nourris Hermès. Ils sont propriétaires. Donc, bataille sémantique, avoir sa propre sémantique. C'est comme ça qu'on est plus malin que l'IA. La deuxième dimension, c'est une contre-programmation culturelle. Les Netflix, les algorithmes nous rendent idiots par leur contenu. Clairement, c'est le nivellement, le concept. Et c'est amusant parce que quand tu vois ce qui se passe à Hollywood, il y a une crise à Hollywood. Et que les nouveaux créateurs qui viennent de YouTube disent on a marre du slop. On a marre de... Il y a un confinement de la pensée. Voilà. Et puis, les concepts conservent. Le truc que tu as vu 10 000 fois ici, qui emmerde le monde. Et puis finalement, tu regardes ce programme en faisant du téléphone. Aujourd'hui, la contre-programmation culturelle, qu'est-ce que c'est très concrètement? C'est ne pas aller célébrer l'hyperstar. En gros, on ne va pas choisir Céline Dion comme égérie. On va aller découvrir des nouveaux talents, des étoiles montantes ou des gens qui sont un peu disparus, des atypiques et des experts. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, quelque part, l'IA peut être la fin des influenceurs. Pour toi, l'influenceur, c'est originel, c'est quelqu'un qui, stricto sensu, fait de l'influence et vend de l'influence. Mais aujourd'hui, on le voit, tu vois, il y a les CEO, les entrepreneurs, les experts. C'est eux maintenant les key opinion leaders, comme on disait à l'époque, tu vois. Non, mais tu as raison. Alors, moi, j'ai une déformation professionnelle parce que j'ai eu la chance d'avoir les situation comme étudiante pendant 2 ans. Donc, voilà. Les influenceuses qui ont été légitimées by par... design, voilà, tu veux dire. Exactement, mais celle que le MIV, le fameux MIV introductif, valorisait ici. Aujourd'hui, les LM veulent du fond, veulent de l'expertise. Et ça, c'est quand même une redoutable nouvelle. Et je trouve une très bonne nouvelle. Moi, je suis très heureux. Ça a fait tes affaires sur LinkedIn. Ah, mais tout à fait. Mais en fait, moi, mon parti pris, mais c'est comme toi, c'est la générosité. De toute façon, on a des concepts, tout le monde a des concepts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui compte? C'est imposer ses idées, c'est marquer un vocabulaire. Je travaille avec des free créa, comme toi, et à un moment donné, je vois un créa, je vois la reco, je dis, c'est bien écrit, ça sonne juste. Il me dit oui, j'ai utilisé en fait ChatGPT pour dire écrit comme Brion. Donc du coup, mais ça c'est la rançon. C'est pas la rançon du succès, c'est la rançon. Je dis pas le succès, mais c'est la rançon de publier tous les jours. Donc à un moment donné, t'as ta patte ici. Donc la contre-culture pour toi, la contre-culture, nouvelle contre-culture, l'autorité. Autorité. Ça c'est le deuxième levier. Et le troisième qui va faire le lien avec le luxe transformatif. Le luxe transformatif, c'est changer de vie. Si, c'est amusant parce que quand tu vois, tu as un chapitre de Clinique La Prairie. Clinique La Prairie, tu vas passer une semaine, tu vas payer 70 000 €, tu vas te sentir transformé. Mais au bout de 15 jours, tu n'es plus devant le lac Léman. Tu n'as plus la personne. Tu reprends tes mauvaises habitudes. Voilà, exactement. Tu as besoin d'un compagnon transformatif au quotidien. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est un tandem entre une IA qui va enregistrer, qui va sentir ce qui se passe, qui va tout mémoriser, mais pas une IA seule, une IA accompagnée de ton majordome transformatif. Donc, ultra-personnalisation. Voilà, ultra-personnalisation, mais attention, en fait, il y a une opportunité sociétale qu'a le luxe aujourd'hui. Quand je te dis, c'est vraiment un rapport faussien, Luxia.
Alors c'est très étrange. Moi, je suis fasciné par la génération Z et en ce moment, la montée du Z-socialisme. Le Z-socialisme, c'est le maire de New York aujourd'hui, c'est LFI en France. Et au LFI, tu as en effet une jeune bourgeoisie blanche, clairement, ici, qui estime, et souvent a raison, de ne pas être payé au prix juste, qui a un niveau de diplôme et qui se dit, mais je n'ai pas le job qui est à mon niveau, je mérite plus. Et le diable, c'est l'IA. Vraiment. Donc, il y a vraiment une posture anti-IA. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles de quiet IA, en effet, et ça, c'est la posture très LVMH, mais qui est la seule aujourd'hui de dire l'IA doit être invisible et toujours l'IA doit être au service de l'humain. Donc, si je pousse la logique, même on pourrait dire que le luxe est le seul secteur industriel qui ne va pas licencier à cause de l'IA. Sachant que les licenciements IA, on voit tous les jours, et c'est quand même très faux cul. Quelque part, l'IA a bon dos. C'est le prétexte pour licencier ici, et c'est très intéressant parce qu'on avait le DRH de L'Oréal Group qui disait, mais en fait, c'est des RH qui se cachent derrière l'IA pour passer des mauvaises nouvelles. Mais il y a ce mouvement Gen Z anti-IA. Mais là où c'est bizarre, c'est qu'en même temps, le Z-socialisme, le socialisme, c'est construit sur une pensée collective. Là, le Z-socialisme, c'est d'abord pour ma gueule. Donc, d'un côté, ces Z-socialistes sont anti-IA sur le job, mais en même temps, ils veulent de l'IA pour la relation. Donc, tu vois, il y a vraiment ce côté, vraiment la schizophrénique. Je reviens sur le luxe transformatif aussi. Là, si tu n'as pas cette plateforme vraiment qui te permet de conseiller, tu es rien. C'est-à-dire que sur la beauté, très concrètement, la beauté, c'est un pot de crème. Là, ça explose complètement. Ça veut dire que tu dois avoir ton sanctuaire wellness. Enfin, vraiment, tout est connecté ici. Mais attention, c'est pas une IA seule. C'est une IA accompagnée par de l'humain, parce qu'on est dans l'incarnation. Parce que le truc paradoxal, on me dit, luxe transformatif, c'est l'hyper-narcissisme. Oui, mais l'autre fait partie de l'équation. Parce que tu vois qu'en termes de longévité, en termes de santé mentale, être seul, c'est mourir. Aujourd'hui, le problème numéro 1 de la génération Z, mais même de la société occidentale, c'est on crève de solitude aussi. Le rapport à l'autre est problématique. L'autre est la solution par rapport à la longévité. Tu ne peux pas vivre longtemps si tu n'as pas un rapport à l'autre. Alors, l'autre, sur le luxe, c'est un peu différent. C'est un autre choisi, c'est un autre de classe, si tu veux. Sélectionné. Exactement. Justement, il y a un effacement progressif. Alors, on parle d'invisible, on parle de silencieux dans le luxe. Est-ce que tu ne trouves pas que la marque est en train de disparaître? La marque qui, au sens étymologique, laisse une trace, une empreinte. Il y a de moins en moins de logos. Il y a de plus en plus un rejet, justement, de ce qui laisse des traces. Il ne faut pas que ça se voit. Il faut juste que ça se sente ou ça se ressente. Comment tu vois le glissement? En même temps, c'est un vieux discours d'il y a 20 ans. Les marques peuvent disparaître demain. 70% des gens n'auront rien à faire. Ça touche le luxe aujourd'hui. Parce que je pense que dans 10 ans, on risque de voir 40 à 50% des marques qui vont disparaître. Le luxe, lors de cette période d'hyper-croissance, s'est mis en pilotage automatique marketing, n'a pas cherché la différence. Tu vois, par exemple, oui, et puis même, tu vois, la patronne d'Audemars Piguet dit quelque chose de très fort. Pendant les périodes de croissance, on a été fainéant. Donc, on a géré la chose. Et aussi, il y a un problème par rapport à ces marques qui se sont affaiblies, c'est qu'il y a un turnover de dingue. Il y a un turnover. Et en termes de ressources humaines. De ressources humaines. Mais regarde ce qui s'est passé. Et alors, ça a été le symptôme, le syndrome, je ne sais pas. Le turnover des directeurs artistiques. Où là, l'année dernière, on a eu les plus grands directeurs artistiques qui ont changé de maison. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quelles sont les marques qui sont très fortes? C'est les marques américaines. Ralph Lauren, même directeur artistique. Coach, ça fait plus de 10 ans. En fait, il n'y a pas de turnover sur les marques américaines. Elles sont puissantes. Qu'est-ce qu'on peut leur copier? Il y a deux choses. La value for money. Et en fait, quand tu vois, c'est amusant, tu sais, tu as ces vidéos où tu vois les tailleurs qui découpent le sac, enfin ce fameux influenceur qui va mesurer le cuir, qui va mesurer la qualité des produits. Coach fait partie des meilleurs sacs en termes de qualité, meilleurs que des grandes marques de luxe. Donc, il y a une perception de la valeur. Tu vois, ça, c'est le premier point ici. C'est ce que j'appelle le smart luxury. Smart luxury, c'est pas du premium. C'est-à-dire que tu en as pour ton argent. Et moi, j'adore, tu vois, une notion de marketing et de communication de patron. Pierre-Alexis Dumas, donc directeur artistique d'Hermès, qui dit « Nous sommes costly, les autres sont expensive ». C'est très intéressant. Costly, c'est-à-dire que moi, on est coûteux parce qu'il y a du temps, main-d'œuvre. Les autres sont expensive. Donc, expensive, c'est-à-dire que tu t'es fait avoir quelque part. Donc,
tu vois, tu as un excellent prix ici. Et la deuxième, c'est l'empathie client. En fait, c'est assez incroyable quand on étudie le système coach, alors qui est très américain aussi ici, c'est une marque technologique. C'est-à-dire que les responsables marketing de coach, déjà, ils assument le marketing pleinement. Deux, ils vont dans les chambres des jeunes américaines pour voir comment on utilise le sac, comment on vit avec le sac. Et ça, c'est très intéressant, cette dimension, si tu veux. Et ça, il y a des vraies batailles, on voit. Aujourd'hui, il y a une tentation des marques de luxe, mais pas que des marques de luxe, par rapport à l'IA, de créer des personas synthétiques. Donc, les personas synthétiques, c'est tu as des personas, tu programmes ton persona avec ton agent, et ça veut dire qu'au lieu de faire des focus group, tu as ton persona que tu interroges en permanence. Ça, tu vois, c'est encore un raccourci, parce que le persona a ses limites et tout ça, et que la personne évolue. Ouais. Ils font ça, coach, mais sauf qu'ils font ça, mais enrichi en permanence de voyages ethnologiques pour comprendre ce qui se passe dans la tête du client. Et rien ne vaut la belle histoire, parce que j'adore, dans le livre, j'ai appris l'histoire du Birkin. Oui, tu peux nous la raconter? C'est un voyage, je ne vais pas me tromper, entre New York, transatlantique et tout. Il rencontre Jane Birkin dans l'avion. Et Jean-Louis Dumas, qui est l'un des patrons, qui est disparu maintenant, et qui est le Pierre de Pierre-Alexis, grand patron d'Hermès, se retrouve en first avec Jane Birkin. Et Jane Birkin se plaint de son sac. En fait, elle n'a pas le sac adapté à sa vie. Et donc, du coup, là, on est en résonance, on est en empathie. Et qu'est-ce que fait Dumas ? Il analyse tout ça. L'influence de l'époque. Collab. Et il fait le sac de ses rêves. Qui s'est vendu quand même à 8 millions d'euros. Voilà. Et quand on voit la cotation, on est au-dessus. Hermès, c'est intéressant parce que Hermès interdit le mot luxe. Pour eux, tu vois, ta question originelle, le luxe, on n'en parle pas. C'est un mot interdit chez Hermès. Mais Hermès, il y a un marketing du bon sens. Hermès est une marque protestante et je trouve que le protestantisme et le marketing, ça a une résonance naturelle. Je prends un exemple de l'histoire d'Hermès. Hermès, c'est la base, c'est le cheval, c'est la selle du cheval. On est en 1914, les Dumas vont à New York, plus de chevaux, des voitures. Pénurie. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de selle, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais on a le métier du cuir. On va travailler automobile. Non, mais peut-être ça veut dire que si on prend la voiture, c'est qu'on voyage. Donc le voyage, on a besoin de sacs. Par capillarité, mais c'est l'histoire de toutes les startups. Oui, mais et en fait, c'est pour ça que moi, mon sujet, j'ai 2 sujets, fil rouge de tous mes bouquins, des 8, c'est à la recherche de la résilience du luxe. Pourquoi cette résilience est magique ? Et en fait, le luxe, quand il est résilient, c'est quand il ne fait pas l'autruche. Et tu vois, 1914, les Dumas ne font pas l'autruche. Ils pourraient dire, non, mais nous, on a des selles, on avait des selles plus grandes, et ainsi de suite. Pas du tout. Et même une selle, tu vois, elle écoute, quand tu fais du cheval, tu veux une selle qui est parfaitement adaptée à toi. Tu ne veux pas avoir une selle triangulaire parce que tu as un délire créatif. Tu es à l'écoute. Le luxe qui écoute, ce n'est pas sale. Et c'est vrai qu'il y a une politique en disant non, il n'y a pas de marketing. Et moi, il y a par exemple, ce que je ne supporte pas, mais qui va être fini, de dire le luxe, c'est pas utile, le luxe, c'est futile. Sauf que le luxe transformatif, c'est pas futile, c'est le luxe de ta vie ici. Ça dépend de ta vie. Aujourd'hui, clairement, si je dois pitcher pourquoi le luxe transformatif, c'est désirable, qu'est-ce que tu préfères en étant riche ? Un Kelly de plus ou 10 ans de vie en bonne santé en plus ? Ça se resserre autour de l'identité. C'est un peu ce statut social, c'est la santé. En fait, cette notion de santé, mais pourquoi la santé ? C'est toujours un lien, ce qui va poser des problèmes après, plus tard, je pense, parce que là, on est dans le transhumanisme aussi. Ça pose des grosses questions sociétales derrière, ici. Mais là, on est vraiment à un moment vraiment fatidique du luxe de l'avoir, le luxe de l'être, un luxe qui devient essentiel, mais qui est au centre de la vie. Et aujourd'hui, le problème du luxe, c'est la fidélisation. Tu parlais de fidélisation. Un chiffre qui est complètement étonnant, qui a été donné par Ben, là, 70% des affluents qui ont quitté le luxe ont envie de revenir, mais pas avec la même marque. Donc il y a vraiment un problème d'infidélité, mais sauf que quand tu rentres dans le luxe transformatif, c'est un peu comme une banque. Tu passes du temps à te qualifier, ça prend du temps. Tu ne peux pas dire, allez, je change de banque tous les jours. Donc, il y a 2 choses très importantes sur le luxe transformatif. 1, c'est hyper fidélisant. 2, tu gaves le système de data. Forcément, c'est ta vie. Tu vois, tu es au centre de tout. Et puis, c'est très intéressant, c'est le final écrit par Kering qui dit 10 ans de vie en plus, c'est 10 ans de sacs et de robes vendus en plus. Ce qui est logique. En plus, attention, la longévité, c'est être 10 ans de plus en bonne santé. Longévité ou LTV, comme disent les marketeurs. Exactement. En bonne santé. Donc, ça veut dire que tu as la patate, tu te sens heureuse. Et quand tu te sens heureuse, tu as envie de produits de luxe.
agent économique. Exactement. Merci Eric d'avoir répondu à toutes mes plaisir. questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour la suite ? Toujours à la fois tous les jours sur LinkedIn, il est 8h Monseigneur à 8h, sur le journal du luxe, sur nos événements, et voilà. Et bravo pour tout ce que ta vie, ton œuvre, Eric, c'est très inspirant. Pour tout le monde, on vous mettra les liens pour commander le livre et puis je vous donne rendez-vous jeudi dans le live pour répondre à toutes vos questions en direct ou mardi pour un prochain épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.